Alors, notre invité de ce soir qui aura à témoigner de façon principale, lui, c'est Ludwig Yengs. Il est très connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Maman Ndongo. Bonsoir. De la gloire glorieuse, il faut préciser. Oui, Maman Ndongo de la gloire glorieuse. Merci d'être là. Merci à vous de m'inviter. Vous savez, en tant que président et présidente de toutes les gloires, c'est toujours un plaisir d'être invité dans des endroits glorieux. Ça, c'est son personnage, le personnage qu'il incarne. Toujours. Voilà, en tant que web comédien. Effectivement. Oh, voilà, on rigole un peu. Bien évidemment, tu sais que Maman Ndongo est toujours là, pareil pour la rigolade. Oui. Sauf que on va rentrer dans quelque chose de douloureux dans quelques minutes. Alors, l'histoire se déroule il y a 3 ans 3 ans déjà. Il y a cet ami qui vous invite à un anniversaire. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En fait, c'est, comme je dis toujours depuis le début, pour moi, c'est un jour, je veux dire, le jour où tout a basculé. Donc, c'est toujours un jour très traumatisant parce que de manière ordinaire, tu peux rester chez toi et quelque chose de terrible vient te trouver quand tu t'y attends pas ou bien quand tu n'es pas préparé. Donc, moi, ce jour-là, j'étais à la maison avec ma mamie et voilà, à un moment, j'avais dit que voilà, je voulais prendre un peu de recul avec les réseaux sociaux, la vie de tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire les voyages, les connaissances et tout ça. Donc, j'ai pris du recul. Mais ce jour-là, une connaissance que j'ai connue toujours dans le showbiz et tout m'a contacté. Il m'a dit, voilà, ça fait un moment, on ne te voit plus. Ça fait un moment, voilà, j'ai ma cousine, ma grande sœur qui a son anniversaire. Et honnêtement, je ne t'ai jamais rien demandé d'un petit geste, un petit service. Je voudrais que tu viennes, juste faire acte de présence à son anniversaire et les photos et tout ça. Après, tu vas rentrer. Moi, ce jour-là, j'étais vraiment pas je ne sentais pas. Mais bon, je me suis dit, vu que je suis quelqu'un d'assez ouvert, je me suis dit, la célébrité, elle est éphémère. Tu as des personnes autour de toi que tu rencontres. Donc, si tu te dis, tu fais trop la star, on va te juger. Et moi, c'est quelque chose qui me, Du coup, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il me dit, ok, je viens te chercher avec le Yongo. Tu n'as pas besoin d'appeler le manager. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment, c'est avec la famille. C'est pas un grand truc. Je dis, ok. Il vient me chercher à la maison vers 21h30, 22h et tout. On prend le Yongo. Je dis souvent, c'est vrai qu'en ce moment-là, j'avais pas l'esprit vraiment de discernement et tout. Donc, j'ai pas analysé tout ce qui s'est passé ce soir-là parce que j'ai eu des signes. Parce que dans le Yongo, à un moment, on a eu un problème, la voiture est tombée en panne. Et c'est des situations vraiment où, je suis tout le temps mal à l'aise, où je suis incommodé et du coup, quand c'est comme ça, je rentre. Mais ce jour-là, je me suis dit, je suis déjà sorti, tant qu'à faire, on a poireauté 10 minutes. Et moi, j'ai pas compris que c'était un signe que Dieu m'a envoyé pour me dire, ne pars pas là où tu es en train d'aller. Et moi, j'étais pas concentré. Donc, j'ai dit, on continue et tout. Après, quand on a continué, on est arrivé au carrefour à Bonabéry, je crois Besséquet, parce qu'après, on m'a donné le nom du quartier, Besséquet. On descend de la voiture, il fait super tard, il me dit, ok, on va descendre, on va prendre une entrée, un raccourci pour vite entrer parce que la voiture n'entre pas dans le quartier. Je lui dis, mais man, ça se fait pas. Je suis une star, je ne suis pas venir à un anniversaire, même si c'est la famille ou quoi que ce soit. Je viens à pied et tout le charisme même de la star, il n'y a même plus. Donc, il me dit, toi aussi, dis donc, c'est la famille, arrête un peu, c'est rien du tout. Vraiment, il m'a mis en confiance. Et dans ma tête, je ne m'attends pas à ce que quelque chose de mal m'arrive. C'est quand même une connaissance avec qui on a fait plein de voyages avec d'autres gens dont on se connaît un peu. Je connais sa maison, il connaît ma maison. Donc, dans ma tête, c'est quelqu'un que à l'époque là, c'était mon ami, donc je faisais confiance. Donc dans ma tête, j'ai dit, ok, bon, vu qu'on est déjà là, arrête, je vais me plaindre après, allons-y. Donc, on prend donc l'entrée et tout, quand on est en train d'avancer, on avance vers un stade. Et on prend à l'entrée du stade, on dépasse l'entrée du stade, on arrive vers le milieu. Je ressens comme des présences derrière moi qui venaient en courant. Donc je me retourne et tout, parce que j'avais ma bandoulière, je me retourne. Je vois 5 personnes venir derrière moi. Et moi, dans la panique, dans la peur, je sais qu'automatiquement, on va m'agresser. Donc, j'enlève ma bandoulière, je la lance. Et tout en mode, parce qu'il y avait mon sac, il y avait mon téléphone, tout dans la bandoulière. Donc, je me dis, c'est ça qu'ils vont prendre. Donc, s'ils prennent mes affaires, ils vont me laisser. Donc, quand moi, je jette, ma connaissance ramasse mon sac, il se met à courir vers la sortie là-bas. Et il y avait 5 autres personnes qui nous attendaient. Donc, c'était
à l'entrée, il y avait 5 personnes et là-bas, c'était genre une embuscade. C'était où? À Bonabéry. Où à Bonabéry? À Besséquet, plus exactement. À Besséquet, à Bonabéry, c'est un stade? Oui, enfin, le stade, là, en face, il y a un ravin comme un petit pont. Enfin, voilà, c'est. Je pense que si on va, je peux reconnaître l'endroit, mais je ne connais. Voilà, je crois que c'est un terre, voilà, comme on dit souvent. Il m'a amené dans un terre, parce que c'était le stade, là, c'était effectivement le terre où les gars la fumaient. Donc, quand moi, justement, ils se mettent à courir avec mon sac, quand moi, j'ouvre les yeux, les 5 gars qui venaient vers moi, ils se mettent à me gifler. Quand ils commencent à me gifler, ils me déshabillent complètement nu et tout. Donc, en mode, si je crie ou quoi que ce soit, déjà, on va me taper comme un bandit. Donc, psychologiquement, déjà, je sais même pas, j'étais en mode, voilà, je sais pas trop quoi, et j'obtempérais, parce que moi, je dis souvent, je regarde beaucoup d'émissions d'enquête, et on dit toujours que face au danger, il faut toujours obtempérer. Donc, dans ma tête, il y a 5 personnes que je ne connais pas, et je peux faire quoi ici? Rien du tout. Donc, j'obtempère, on m'enlève mes vêtements, tout. Ils font que me gifler pour que je ne remarque pas les visages et tout. Donc, quand ils terminent, quand il me déshabille, il me ramène vers la sortie, vers l'autre côté où il y a ma connaissance et les 5 autres personnes. Au total, il y avait 10 personnes plus ma connaissance. Donc, et tout quand on vient dans les 11 personnes. 11 personnes. Donc, ils m'encerclent et tout. Et moi, ils me demandent de m'asseoir par terre. Enfin, je suis assis par terre et tout. Et à côté, il y a un ravin. Donc, dans ma tête, c'est en mode, voilà. Et ils se mettent à fouiller ma bandoulière. Et je crois que c'était en 2021, c'était post-Covid et tout. Donc, il y avait beaucoup, genre, tout le monde marchait avec le gel des mains. Et j'avais aussi la crème pour les mains parce que j'ai les mains hyper moites. Donc, il faut mon sac qui me demande, mais qu'est-ce qu'un homme fait avec des choses pour femmes? Je dis non, mais c'est pas des choses pour femmes. Il me demande, est-ce que tu es double signe? Je dis non, je ne le suis pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, je suis venu avec mon ami. On est en train d'aller à un anniversaire. Et je me tourne vers ma connaissance. Je le regarde, mais en mode, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais toi, tu es debout, moi, je suis. Et lui, le mec, il est en mode, il ne me regarde pas, il regarde le sol. Et moi, je suis choqué. Donc, je pense que parmi les 10, parce que parmi les 10, moi, je ne savais même pas qui était qui. Donc, il y a un des gars qui sort, je pense que c'était le dealer ou le chef, je ne sais pas trop quoi, qui sort avec un gros couteau. Il avait un énorme couteau ici et tout. Il me dit genre de enlever mon cloud du téléphone, d'enlever mon identifiant de mon iPhone et tout. Donc, j'enlève mon identifiant. Il me demande combien j'ai dans mon compte Orange Money. Donc, je pense, je ne sais plus combien, 25 ou 30 et tout. J'envoie l'argent à un numéro qu'il me donne. Il me dit, genre, c'est tout ce que tu as sur toi. Je dis oui. Ils sont fâchés que, mais ils voulaient plus. Il me demande qui peut envoyer l'argent ou bien qui peut donner l'argent. Moi, sur le coup, je dis, c'est ma mère, on peut appeler ma mère. Parce que c'est que si j'appelle ma mère, je sais pas, tard, je lui demande l'argent, ma mère va comprendre qu'il y a quelque chose parce que je fais jamais ça, tu vois. Donc, j'étais en mode, appeler ma mère. C'est là où ma connaissance, il dit, ce qu'on a déjà est suffisant, c'est bon. Et les gars en mode, ils sont fâchés parce que eux, ils s'attendaient à avoir plus. Hein, je suppose parce qu'il les a dit, peut-être la chance que j'ai eue, c'est qu'il n'a pas dit que je suis quelqu'un de connu. Il a dit c'est un petit qui a beaucoup d'argent. Donc, il s'attendait à avoir beaucoup d'argent. Donc, dans la colère et tout ça, le mec, je ne sais pas si c'est le chef et tout, il demande qu'on me tienne les mains et les pieds. Donc, pendant ce temps, moi, je me laisse aller parce que voilà, je sais pas ce qui se passe, je vois des couteaux, je vois des trucs, et moi, en mode, dans ma tête, c'est, voilà, on va finir avec moi, là, il y a le ravin, là, on va retrouver mon corps. Donc, j'étais dans un film, je sais pas si je peux dire un film, ou bien, j'étais dans quelque chose de surréaliste, en fait. Je n'arrivais pas à y croire et tout. Donc, quand il me balance, il m'arrête les mains et les pieds, vu qu'on était dans un endroit, un stade, un truc vraiment très sale, dont il y a des bouteilles, des choses que les gens jettent en route et tout. Donc, il y avait une bouteille de jus, une petite bouteille de 33 centilitres, là, je crois, et tout en plastique et tout. Donc, ils prennent ma crème pour les mains et tout. Ils mettent ça au niveau du bout de la bouteille et tout. Et c'est là où, on m'a arrêté les mains, on m'a arrêté les pieds. Voilà, chacun a commencé à mettre la bouteille et voilà. Ah, donc ils l'ont fait. Oui, c'était, je sais pas qui faisait, je sais pas, mais c'était pendant un bon moment. C'était parce que après je me suis blessé, le rectum, et il y avait du sang. Parce que moi, sur le coup, je pense que je sais pas si c'est l'adrénaline ou bien ce que je vivais, je ressentais vraiment pas les gifles, tout ce qu'on me donnait, j'étais stoïque en fait, je ressentais rien. Et du coup, quand ils ont fini, ils me lâchent, je tape dans mon vie parce qu'ils m'ont lâché complètement. J'étais comme un bandit, genre de personne comme si je n'avais pas de famille, je n'avais pas de parents, j'avais personne. En fait, je me disais, mais du jour au lendemain, je suis sur les réseaux, on me connaît partout, et du jour au lendemain, je suis devant des gens que je ne connais pas. En fait, c'est là où j'ai commencé en fait, à péter les plombs, à perdre vraiment
les boules en fait. Et quand ils finissent et tout, ils me demandent de partir. Je suis tout nu, j'ai du sang et tout. Je décide d'avancer, on est au carrefour. Tu sais, quand tu sors de quelque chose où tu te dis je suis vivant, même si on me dit quoi, même si quelqu'un veut dire quoi, je te promets qu'il y a une dernière force en toi là, que tu puises au fond de toi, tu te dis ici là, je ne vais pas. Et donc vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait? Là, j'ai continué, je suis allé vers, parce que j'ai continué à marcher, il y a des microfinances qui sont ouvertes un peu partout à Bonabéry, il y avait un gardien qui gardait la microfinance. Je suis venu vers le monsieur et je lui ai expliqué, parce que les gars, ils étaient toujours au carrefour, tu sens que ils ont l'habitude de le faire, d'agresser des gens et tout. Donc je lui dis, voilà, je viens de me faire agresser, je vis à Bonamoussadi, et là on m'a amené à Bonabéry. Il me dit, ouais, mon fils, il a vu, je tremblais et tout, il m'a donné son pagne sur lequel il était couché, je me suis attaché et tout, il m'a cherché une moto qui m'a ramené à la maison. Donc quand moi j'arrive à la maison, normalement j'ai la clé du portail. Parce que je sonne, mamie il est tard et tout, maman n'est pas là. Donc quand moi je sonne et tout, mamie elle a peur, elle vient en mode c'est qui? Je dis mamie c'est moi, on vient de m'agresser, ouvre le portail. Donc quand elle ouvre le portail, quand je la vois, c'est là où je m'écroule. Et je me réveille un peu plus tard à l'hôpital, maman est là, tout le monde est là, et puis il y a le médecin. Et là, il m'a envoyé faire voir un spécialiste à la Cantini pour tout ce que j'ai eu. Et le même jour, j'ai une amie qui a la PJ à Bonandio. Maman l'a appelée et tout, enfin, à la gendarmerie. À la Légion. J'ai fait ma plainte, parce que je connaissais où il habitait, je connaissais et tout. Donc, on a fait la plainte et quand on est allé avec la police, il n'était plus là. Porté disparu. Avec la gendarmerie. Voilà, avec la gendarmerie, parce qu'on a envoyé des éléments sur le lieu. Alors, dites-nous, on va aborder cet aspect-là, mais on va aborder aussi l'aspect selon lequel ça a été aussi la descente, je veux dire, après, quand vous avez recousu. Vous avez été recousu? Oui, après que j'ai été recousu, je pense que c'est là où la descente aux enfers a commencé, parce qu'après, moi, on va dire, même si on lui dit comment, je suis un homme. Et de savoir qu'il y a des inconnus, je ne connais pas des personnes qui ont pénétré dans mon intimité de manière aussi brutale, ça m'a fait perdre les moyens. Et du coup, j'avais plus confiance en personne. J'ai commencé à avoir des complots que quelqu'un du showbiz qui m'a... J'ai pensé à tout en ce moment et du coup, j'ai dit, je me coupe de tout. J'ai commencé à faire de la dépression. Je faisais des crises d'angoisse, des crises de panique, des choses que je n'avais jamais fait. J'avais des crises d'hystérie, je reste comme ça. On me parle un truc, deviens colérique, je commence à crier, à hurler. J'ai eu des réactions où, voilà, à un moment même, j'ai touché des stupéfiants pour essayer de... Parce que on me disait, voilà, ça va te canaliser tes nerfs. J'ai cherché tous les moyens, en fait, pour essayer d'aller mieux pendant les 3 ans, pendant les 2 ans, les 2 premières années. Et en ce moment, je me rendais compte que je faisais que... Parce qu'à un moment, j'ai dit, à un moment, boire des médicaments ou bien, voilà, penser à me faire du mal personnellement. Et quand j'ai commencé à descendre et que j'ai voulu me faire davantage de mal, j'ai eu la chance de rencontrer cette psychologue qui est magnifique, à qui je dis merci, qui m'a vu à l'hôpital et m'a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et du coup, j'ai eu l'impression que c'est quelqu'un qui me tendait la main, qui me disait, ouvre-toi, lâche-toi, tu ne vas pas être jugé, tu ne vas pas être... Voilà, et instinctivement, j'ai commencé à m'ouvrir à elle et c'est comme ça que le processus et le travail a commencé. Et ça fait combien de temps que vous êtes revenu sur les réseaux sociaux? Parce que depuis un moment... Ça fait exactement, on va dire 2 à 3 mois, enfin disons 2 mois plus exactement que je suis revenu sur les réseaux sociaux. Oui. Mais je venais de temps à autre, je faisais des apparitions, mais j'étais pas là, c'était mon ombre qui était là, mais je n'étais plus vraiment intéressé par tout ça. Ouais. Oui. Et vous arrivez à vous retrouver? Aujourd'hui, j'arrive à me retrouver parce que si je parle de mon histoire aujourd'hui avec autant de force, avec autant de rage, c'est parce qu'aujourd'hui, je voudrais que on arrive. Enfin, aujourd'hui, je voudrais d'abord aller mieux parce que personnellement, j'ai besoin de dénoncer ce qui m'est arrivé, dénoncer ces personnes qui m'ont fait ça, parce que à un moment donné, j'ai besoin de me libérer. Et aujourd'hui, c'est ce processus-là que je fais aujourd'hui. Je parle de mon histoire parce que je veux aussi conscientiser surtout les jeunes Africains et les parents parce que aujourd'hui, on ne parle pas assez de la dépression. On ne parle pas des maladies psychologiques, mais c'est des maladies qui sont présentes en Afrique, au Cameroun en particulier. Ça, on va en parler. Alors, je propose aussi, puisqu'on s'est dit qu'on parle de violence, on ne parlera pas que de violence sexuelle, on parlera aussi de violence conjugale. Avant de vous passer la parole aux experts qui sont sur ce plateau, le docteur Kera Ejengele et maître Frédéric Kemwe,
Je vais donner la parole à Edwige Yousse pour un tout autre témoignage. Je rappelle qu'on va avoir aussi Édouard Togné qui va rentrer. Édouard Togné qui est spécialiste, enfin activiste pour les droits, pour la lutte pour les droits, le respect des droits des femmes et des enfants victimes de violences. Alors, Edwige, vous êtes mariée il y a combien de temps? Mariée déjà?